Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence de notre programme Allo Hémato. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir le professeur Yanoto, breton très célèbre dans le monde de l'hématologie. Et donc, nous allons parler avec lui de la façon dont aborder nos quick et nos quacks auprès de nos enfants et aussi de nos petits-enfants, de nos ados, voilà. Donc, il va nous donner quelques clés pour ne pas heurter leur sensibilité, sans leur mentir néanmoins. Et puis, côté pratique, comme d'habitude, vous avez 2 espaces. Un espace chat où là, vous pouvez dire: «Coucou, salut, c'est moi, machin, bidule, tout va très bien» et de l'autre côté, un espace questions-réponses et vous trouverez donc Nassima qui vous accompagnera sur ces 2 espaces. N'oubliez pas donc de poser vos questions, de soumettre vos questions et ensuite on les posera à la fin de l'intervention de Jean-Christophe Sianoto. Donc Jean-Christophe, à toi. Merci Karine. Bonsoir à tout le monde. Donc Jean-Christophe Yanoto, hémato adulte à Brest. J'officie dans la prise en charge des néoplasies myéloprolifératives depuis quelques années. Et j'ai le plaisir de participer à cette webconf ce soir en essayant de reprendre avec vous quelques éléments concernant CNMP. Je ne sais pas quel est votre profil derrière, si vous avez déjà assisté à d'autres webconf, si c'est vos premières. Donc, je ferai juste quelques diapositives sur ce que sont ces néoplasies myéloprolifératives, car je pense, et encore avant tout, c'est que si vous connaissez bien vos maladies, savoir l'expliquer, c'est plus facile. Et donc, au minimum, d'être sûr que l'on parle tous de la même chose concernant vos maladies, les traitements, la prise en charge. Je pense que c'est la meilleure des clés pour parler de cela à n'importe qui. Donc, enfants, petits-enfants, mais bien évidemment aussi vos aidants, celles et ceux qui vivent avec vous, celles et ceux qui vivent à côté de vous. J'ai fait quelques diapositives. Elles serviront de support. La question étant, en effet, comme cela est dit, plutôt d'échange, questions-réponses. Des questions avec parfois pas de réponse évidente, donc pardon par avance, mais en tout cas de pouvoir échanger autour de ce sujet. Et donc, je vais commencer par une petite introduction toute simple concernant ces maladies. Et donc, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat ou à m'interpeller si vous le souhaitez au cours de la présentation. Alors, on va commencer par des choses importantes. Et pardon de commencer par la première des choses importantes, c'est que administrativement au moins, la question c'est votre maladie hématologique, votre néoplasie myéloproliférative ou maladie myéloïde chronique clonale est un cancer selon les formats d'identification des pathologies, selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors c'est un mot qui est grave, c'est un mot qui est lourd de sens, mais on comprendra aussi que c'est un élément important pour la prise en charge et que tous les profils de néoplasie myéloproliférative ne sont pas des leucémies, ne sont pas associés à un pronostic catastrophique, mais sont associés à des complications dont il ne faut jamais négliger leur existence et de savoir que comme nous pouvons en prévenir la majorité, il est important de savoir les anticiper. Ces néoplasies myéloprolifératives, ce sont toutes ces maladies myéloïdes chroniques. Myéloïdes, c'est toutes les cellules, globules blancs, globules rouges et plaquettes qui participent à la réaction de l'organisme vis-à-vis des infections pour les globules blancs, le transport en oxygène pour les globules rouges et la coagulation sanguine pour les plaquettes. Les noms vous sont connus, thrombocytémie essentielle, polyglobulie et autres. Cette prolifération cellulaire s'accompagne de pas mal de signes physiques. L'un des signes que l'on trouve par exemple dans la polyglobulie de Vaquès, c'est l'érythrospatiale, cette couleur rouge de visage si particulière. Ces maladies, du fait de leur prolifération, sont associées à des complications. Les complications les plus fréquentes, ce sont ces fameuses thromboses ou caillots artériels ou veineux qui peuvent être expérimentés au cours de la maladie. Parfois, ils sont les éléments diagnostiques, c'est à partir de là qu'on découvre la maladie, et parfois ils surviennent après celle-ci.
Toutes ces maladies sont liées à l'acquisition d'anomalies mutationnelles, comme JAK2, mais d'autres existent, qui vont modifier une cellule de la moelle, cellule souche normale, et la transformer en cellule anormale, clonale, cancéreuse. Dans le contexte de ces maladies, on fait souvent un examen de la moelle. Et dans cette biopsie ostéomédulaire, on recherche la quantité de cellules, on la mesure, elle est souvent plus importante que la normale, et l'état de fibrose, c'est-à-dire le tissu de soutien de ces cellules, qui est parfois épaissi, comme exprimé ici. Et vous le savez, que dans la majorité des cas, on doit donner un traitement, dont ici le plus fréquent d'entre eux, l'hydréa. Ces traitements ont pour but de limiter le risque de caillots sanguins, justement. Première action thérapeutique que nous devons faire. De façon intéressante, et je le rappelle, voici les données de l'INCa. Donc en France, en 2018, c'est l'incidence de ces maladies chroniques de la moelle, TE, PV et myofibrose, TE la plus fréquente. Vous voyez le nombre de cas sur cette année-là, les incidences, mais aussi l'âge moyen de survenue. Donc vous voyez que l'âge médian est de l'ordre de 70 ans et la répartition homme-femme. Vous voyez ici les courbes de ces pathologies. Et donc on voit très bien qu'en effet, ce sont des pathologies du sujet plus sage que la normale, mais qui peut exister de nombreux cas aussi chez les patients jeunes, voire très jeunes, et que la prise en charge aussi des enfants ou adolescents avec ces maladies existe par nos collègues oncopédiatres. Ces maladies, il y en a quatre. La polyglobulite vaqueuse par excès de globules rouges, la thrombocytémie essentielle lors des excès de plaquettes, et deux maladies beaucoup plus rares, la leucémie myéloïde chronique, moins le cas dans la vivre avec une ENMP, que la myélofibrose primitive quand les globules blancs sont élevés. Tous sont liés à la présence de mutations très particulières et vous connaissez celle-ci, la plus importante, la plus fréquente, la plus répandue étant JAK2. Ces mutations touchent la cellule souche hématopoïétique et provoquent alors un changement complet de fonctionnement. La cellule normale, qui donne alors des globules blancs, rouges et plaquettes, se trouve hyperactivée, se divise beaucoup plus et donne donc une quantité de cellules dans le sang beaucoup plus importante, comme ici la polyglobulie exprimée par tous ces globules rouges que vous voyez ici présents. À cause de ces mutations, le corps change. Et ce changement s'associe alors avec les symptômes que vous avez potentiellement expérimentés par vous-même et qui sont tous les signes d'appel de ces maladies, tout autant que les signes qui vont accompagner le reste de votre vie. Les signes d'hyperviscosité, quand le sang est trop épais, le risque est d'avoir donc des maux de tête, céphalées, des vertiges, des troubles visuels ou auditifs. Ces fameux troubles vasculaires ou l'hypertension, l'érythrospatiale ou les érythromélalgies, ces troubles très particuliers, souvent liés aux plaquettes, qui correspondent à un trouble de la circulation au niveau des mains ou des pieds. Vous savez qu'il peut y avoir parfois des excès d'acide urique, la goutte, ou les coliques néphrétiques qui peuvent survenir parfois. Nonobstant ceci, il y a des signes fréquents, comme les signes généraux, plus souvent dans la myofibrose, mais pas que. Ce que l'on appelle la température, la fièvre supérieure à 38, plusieurs jours d'affilée, sans foyer infectieux. Les fameuses sudations nocturnes, ces sueurs qui peuvent parfois vous obliger à changer de linge ou de drap. Et la perte de poids qui accompagne souvent l'événement suivant, qui est la splénomégalie. Toutes ces cellules dans le sang vivent et meurent dans l'organisme et se réfugient pour beaucoup pour être détruites dans la rate, la faisant grossir et ce gonflement de la rate, splénomégalie, entraîne ses propres symptômes, en particulier celui de satiété précoce. L'estomac est comprimé entre le foie et la rate, occasionnant une baisse de l'appétit qui fait perdre du poids et ainsi de suite. C'est par ce même mécanisme qu'apparaissent les manifestations liées à l'anémie, affectant souvent donc plutôt la myélofibrose, cette pâleur, cette difficulté à faire des efforts,
et c'est quelques vertiges aussi que l'on peut voir. Mais comme souvent, l'un des symptômes les plus fréquemment observés, discutés, énoncés par les patients, même si c'est universel, on le sait bien, mais c'est la fatigue que les patients expriment le plus. Ces pathologies, à cause de cette viscosité, à cause de cette prolifération cellulaire périphérique, exposent à deux types de risques principaux. L'excès de sang, c'est les caillots sanguins, thrombose veineuse, thrombose artérielle. Tous les territoires sont potentiellement atteignables. Des territoires spécifiques existent dans les SMP, c'est les thromboses splanchniques, celles qui tournent autour du foie, qui sont souvent la voie de diagnostic de ces pathologies. Si ces complications sont les plus fréquentes survenant après diagnostic, on ne néglige pas le risque d'hémorragie ou d'échymose, comme ici exprimé sur la droite. Parfois provoquées par la maladie, parfois provoquées par les traitements que vous prenez, comme l'aspirine. Dans la moelle, c'est une autre histoire, puisque la question de cette prolifération cellulaire induite par les mutations peut occasionner une transformation de la maladie. Sur le côté gauche, si vous voyez ces traits noirs sur la peau d'un de mes patients, c'est la taille de la rate. Celle-ci a énormément grossi parce que normalement, elle ne devrait pas être sous ce trait noir, toujours caché sous les côtes. C'est la présence très probable d'une myélofibrose. Tandis qu'à droite se trouvent dans les cellules sanguines, celles que nous redoutons le plus, celles que nous regardons sur beaucoup de bilans, ce sont des blastes, les cellules souches qui peuvent donner naissance à toutes nos cellules normales, mais qui sont, quand elles sont exprimées en grand nombre, synonymes d'un rapprochement vers la leucémie aiguë. Événement rare, mais à ne jamais négliger. D'où tous ces éléments cliniques amènent leurs propres complications au quotidien. Des troubles physiques, des troubles psychiques, psychologiques. Des troubles sexuels aussi sont parfois possibles, ce qui crée alors un déséquilibre important dans la vie que vous vivez. Que vous vivez vous, que vous vivez avec les autres, et qui peuvent parfois amener, pour les plus jeunes, à de nombreux problèmes professionnels. Et donc nous intervenons, nous, en particulier après le diagnostic, bien évidemment, sur la prise en charge. Vous savez qu'il existe tout un tas de traitements. Le premier d'entre eux, ce sont ces fameux antithrombotiques que nous utilisons. Premier traitement dans ces NMP, c'est fluidifier le sang. La meilleure des façons, c'est de prendre un traitement comme l'aspirine à faible dose. Mais vous savez que dans une majorité des cas, la nécessité de mettre un traitement qui réduira la quantité de cellules dans le sang permettra de réduire ce risque de caillots sanguins. Et donc nécessitant alors ces prescriptions à rallonge parfois ou ad vitam aeternam souvent. Tout en faisant attention pour notre part, médecins, à ne pas être parfois plus délétère à cause des effets secondaires que l'on appelle la iatrogénie vis-à-vis des traitements que nous proposons. C'était un résumé rapide, mais le but était de recaler un petit peu les choses. J'ai cru voir quelques questions. Alors, si vous voulez, on peut peut-être commencer à répondre là, et puis ensuite on voit un peu plus spécifiquement comment peut-être expliquer les choses aux plus jeunes. Oui, alors on avait une première question sur, est-ce que le type de mutation, que ça soit JAK2, CALR et cetera, a une incidence sur l'évolution de la pathologie, et voire même sur la rapidité de cette évolution? Alors, la réponse est oui, en effet. Euh, Plusieurs études, tant françaises que européennes ou américaines, ont prouvé qu'il y a une différence. Alors, ce n'est pas pour autant que chaque personne porteuse de ces mutations a forcément un profil spécifique. Mais il semble déjà que CALR et l'absence de mutation, ce qu'on appelle la triple négativité, c'est les patients les plus jeunes qui l'ont.
Donc déjà, peut-être que l'âge de survenue est différent en fonction de la mutation. JAK2 est la plus fréquente et donc, par exemple, avec l'âge, augmente aussi encore plus. Ensuite, en termes d'expression, si l'on considère la rapidité d'évolution, les patients JAK2 positifs semblent être plus expressifs en termes cliniques. Donc, plus de symptômes, comme j'ai pu le montrer, en particulier l'hyperviscosité qui semble être plus importante chez eux. Ok. Dernièrement, le risque évolutif, euh, toutes les mutations peuvent malheureusement exposer aux mêmes complications, les thromboses, l'évolution phénotypique. Il semble quand même qu'il y ait moins de thromboses chez les patients calaires, MPL ou triple neg que pour les patients JAK2+. Par contre, il semble que quand même la question de la mutation JAK2 calaire, pardonnez-moi, est associée à un peu plus de transformation en myélofibrose. D'accord. Alors encore une question, quelqu'un qui a pas trop compris, est-ce que les bleus qui apparaissent aux jambes, bras ou autres endroits et sans choc peuvent être considérés comme des thromboses? Alors, il est rare d'avoir des thromboses qui s'associent à une hémorragie superficielle. D'accord. Donc, normalement, il s'agit de deux phénomènes différents. Par contre, on peut convenir que ce signe hémorragique, clinique superficiel, est une complication fréquente de la maladie hématologique, mais que l'on peut malheureusement aussi provoquer par l'intermédiaire des traitements. Je parlais tout à l'heure de l'aspirine. Tout traitement anticoagulant qui fluidifie le sang favorise les saignements. Donc les anticoagulants, c'est la même chose. Et parfois, quand nos médicaments, on est un peu trop efficace avec, comme par exemple l'hydréa, quand les plaquettes descendent en dessous de 100 000 pour certains patients, et ben à cause de cette thrombopénie, ce manque de plaquettes, ben là aussi, des saignements peuvent apparaître aussi. Maladie et traitement, attention. OK, alors vous évoquez la réduction des risques, mais non la disparition. Bam bam. Ah, alors, il est clair que le risque zéro n'existe pas. Alors, c'est une boutade, mais c'est la réalité. Quels que soient nos âges, ces risques que nous évoquons, en particulier thrombose et hémorragie, sont des risques inhérents à de nombreuses situations de vie de tous les jours. Traumatisme, maladies concomitantes, ce qu'on appelle les comorbidités. Et généralement, les patients n'ont pas que la néoplasie méloproliférative, mais parfois, avec le temps, développent d'autres maladies ou d'autres problèmes de santé, où ceci préexistait avant. Ainsi, tout un tas d'éléments comme le cholestérol, qui n'a rien à voir avec la maladie hématologique, mais qui pourtant favorise lui aussi les caillots sanguins, sont des éléments dont il faut faire attention. Car si l'on réduit le risque avec les traitements hématologiques, il ne faut pas négliger le reste, car si on ne fait qu'un seul traitement alors qu'il y a trois problèmes en même temps, eh bien, ces trois autres problèmes seront responsables de tout un tas de complications tout de même. Et nous ne pouvons pas réduire le risque à zéro, sauf réduire le risque hématologique à zéro, ce qui n'est pas la même chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres? Alors, à développer ces maladies, question d'âge. À avoir les complications, l'âge est potentiellement aussi important. Au-delà de 70 ans, les risques de complications telles que thrombose ou évolution phénotypique sont plus importantes qu'en dessous de cet âge. Donc avoir ces maladies hématologiques plus tôt semble préserver tout de même les personnes de ces surrisques. Ensuite, toute comorbidité, toute pathologie associée augmente le risque. Alors, c'est lié à l'âge aussi et c'est lié parfois à certaines habitudes alimentaires ou certains états physiques. Et on sait, par exemple, que la population noire américaine semble être exposée à plus de risques thrombotiques, par exemple, dans le cas de ces maladies, que la population asiatique elle-même. Si c'est un élément qui peut vous aider à comprendre. Donc, nous ne sommes pas, en tant que patients, comment dire, exposés au même risque
un certain nombre d'éléments de la vie de tous les jours peuvent expliquer pourquoi certains ne font aucune complication et pourquoi d'autres en font. D'accord. Alors du coup, on va peut-être essayer maintenant d'aborder le problème des petits schtroumpfs là. Comment on leur parle de ces drôles de maladies rares? Alors, c'est un élément difficile car souvent, si on essaye à vous de vous expliquer la situation, mesdames et messieurs porteurs de ces pathologies, il est exceptionnel d'avoir déjà aux consultations les enfants ou petits-enfants. Alors, c'est vrai que les sujets âgés, 70, 80, viennent souvent avec leurs enfants pour avoir une deuxième paire d'oreilles qui écoute et qui entend et qui sait restituer un certain nombre de choses. Donc il est parfois ou souvent plus facile de communiquer avec les adultes. Donc il n'y a pas de truc de la part d'un hématologue adulte comme moi pour parler de cela aux enfants. Les rares cas de patients jeunes que j'ai me permettent quand même d'essayer d'aborder certains sujets avec ces jeunes patients. Mais pour autant, pour vous, la question est tout autant en comprenant, comme je vous le disais tout à l'heure, en quoi votre maladie est si particulière, de pouvoir tenter d'expliquer les choses. Et donc, passons par des éléments au plus simples, en tout cas je l'espère. La première des choses, c'est de rassurer les enfants ou petits-enfants, entre guillemets, pour dire que la majorité de ces pathologies sont donc celles des sujets adultes, voire très adultes. Il s'agit donc de maladies acquises, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de côté congénital. C'est-à-dire que s'il vous pose la question, parfois la réponse est non, tu ne l'auras pas. Non, tu n'auras pas la même maladie que maman ou mamie ou papy. C'est un élément déjà important concernant l'enfant, que ce n'est pas transmissible non plus. Donc ce qui veut dire que l'on n'a aucun problème à faire la bise, à s'accrocher à un tel ou une telle, à aller voir papy ou mamie ou aller voir d'autres personnes qui en sont porteurs. Il n'y a pas de risque. Il s'agit bien d'une transformation d'une cellule normale en une cellule anormale, donc ce que l'on appelle la clonisation. Donc ça fait un peu Star Wars, mais c'est la réponse est vraie. Dans le contexte où on démultiplie une cellule qui ne ressemble plus du tout à la cellule initiale, mais qui se ressemble toutes à la fin, tout le même aspect de cellule secondaire, l'acquisition dans le corps humain de mutations. Donc on ne peut pas, ou il n'est pas facile de parler cancer avec les enfants ou petits-enfants, mais je pense qu'à un certain âge, il faut leur faire comprendre que c'est exactement ce même processus. Alors, je ne sais pas quel est l'âge de dichotomie éventuel. Faut-il être adolescent ou jeune adulte pour comprendre? Faut-il le dire déjà aux enfants? La réponse est il n'y a pas de cadre dans ce contexte. Et je rappelle, même si je ne l'ai pas dit au début parce que ça ne se met pas forcément, mais que la survie médiane de ces pathologies est quand même très longue et qu'avec un âge médian de diagnostic entre 60 et 70 ans, la thrombocytémie essentielle, c'est 25 à 30 ans. La polyglobulite vaqueuse, c'est 20 à 25 ans. Donc, il est parfois difficile pour nous de parler de cancer en tant qu'hématologue et pourtant, c'est l'administration, c'est la loi qui nous le demande. Et c'est un état de maladie chronique en tout cas. Et c'est peut-être le mot le plus important qu'il faut dire, car cela accompagnera la croissance de vos enfants et petits-enfants, tout en vous accompagnant vous tout au long de votre âge. Il faut leur dire que tout cela vient de la moelle osseuse, même si c'est une maladie du sang. Le squelette contient donc de la moelle, comme vous le savez. Donc, c'est l'élément ou l'espace où sont fabriquées toutes nos cellules, les globules rouges qui transporteront notre oxygène, les plaquettes qui permettront d'empêcher le sang de s'écouler, donc de fermer les vaisseaux qui auront été abîmés, et les globules blancs qui protègent contre les infections. Mais qu'à cause de ces mutations dont je parlais, cet événement génétique acquis, la quantité de cellules dans le sang augmente. Et donc, dans le contexte, les personnes, vous devez expliquer que votre risque principal est celui encore du sang, de faire des trous dans les vaisseaux, des trous dans les organes quand les vaisseaux se bouchent. Il n'y a pas de super schéma,
Il n'y a pas de super vidéo, mais pour autant, souvenez-vous de cette série, comme je le montrais là il y a un instant, Il était une fois la vie, Mmh. qui sincèrement est une très bonne vision pédagogique de l'apprentissage de la physiologie et de la physiopathologie en même temps du corps humain. Et plusieurs chapitres sont dédiés aux maladies du sang. Et qu'il est peut-être intéressant de retrouver sur certains sites ou websites de trouver certaines de ces vidéos pour parfois les expliquer. Et il existe certains documents aussi qui peuvent faire penser à une facilité d'explication des choses. Donc notre corps est porteur de choses formidables et que parfois certaines anomalies génétiques viennent perturber les choses. Voilà pourquoi il faut leur expliquer qu'ils peuvent être surpris de vous voir partir chez le docteur, de voir venir à la maison les infirmiers ou de leur dire que vous ne pouvez pas venir parce que, une prise de sang est nécessaire. Expliquer en quoi ces examens sont importants permet de dédramatiser parfois certaines situations, voire d'intéresser les enfants et petits-enfants vis-à-vis du monde de la santé et de leur propre santé par la même occasion. Car pour contrôler la maladie, ben oui, il y a des gens qui viennent à la maison et il y a vous qui devez partir à l'hôpital. Et c'est là que l'on voit parfois certains grands-parents venir avec leurs petits-enfants pour leur montrer ou tenter de montrer l'environnement sain dans lequel ils vont et la façon dont les personnels médicaux et paramédicaux les traitent ou s'occupent d'eux. Et ils en prendront, ils expliqueront aussi que la question est très importante que sur les bilans sanguins, la prise de sang, comme ils entendront souvent, ma NFS, mon hémogramme, ma prise de sang, est très importante à discuter, se réjouir quand les résultats, les objectifs thérapeutiques sont obtenus, et parfois expliquer quand des quantités de cellules restent trop importantes, en quoi le traitement est important à être pris pour pouvoir agir mieux. Car il faut prendre des médicaments dans une majorité des cas. Et donc expliquer pourquoi très régulièrement à la fin du repas ou au début. Certains d'entre vous prennent des comprimés. Alors il ne faut pas les cacher, absolument pas. La question n'est potentiellement pas là. Montrer que vous avez des traitements permet de diminuer parfois l'anxiété des gens qui sont face à vous, sachant que là, ils vous voient donc vous traiter, ce qui est important, même s'ils peuvent voir la quantité parfois astronomique de médicaments que vous prenez et qui peut engendrer les propres, certains effets secondaires, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, il est important de ne pas négliger le fait que visuellement, c'est un élément important. Et donc, sachant que vous êtes traité, souvent, ça rassure énormément. C'est aussi pour eux qui sont avec vous, pour celles et ceux qui vous accompagnent dans votre vie de tous les jours ou de temps en temps, mais aussi les médecins, c'est de savoir vous écouter. Alors, quand vous en parlez, c'est d'éviter de parler d'autre chose de leur côté, mais bien d'être attentif, et en particulier, bien évidemment, si c'est le cas pour nous, de vous écouter par rapport à vos symptômes. Il est très important de ne jamais les négliger et de faire en sorte de les entendre pour savoir si nous les traitons bien, de savoir comment nous pouvons vous aider pour mieux les traiter, et surtout savoir si nous pouvons toujours et encore discuter de choses importantes, se comprendre. Il n'y a pas que médicalement la prise de sang, il y a aussi ce que vous ressentez et l'examen clinique que nous faisons qui nous aide aussi à comprendre que vous allez bien, mieux ou parfois moins bien. Et donc parfois, vous écouter, c'est laisser maman, papa, papy, mamie se reposer quand il y en a besoin, qu'elle ne peut pas forcément faire la balade avec vous, mamie, quand elle n'en a pas envie, ou qu'au contraire, quand elle est à fond, c'est peut-être le moment d'aller courir dans le jardin, d'aller faire les grandes balades et de pouvoir donc profiter à certains moments, à leur rythme, d'une vie. C'est aussi de temps en temps comprendre que ben, on a le droit de se poser dans le canapé et que parfois, professionnellement, ben, il peut y avoir aussi des pauses dans le travail et que ces pauses peuvent être physiques, des arrêts de travail, et donc comprendre pourquoi papa et maman sont à la maison
alors qu'avant ils étaient au travail. C'est un phénomène très important et de faire comprendre que la maladie et parfois les traitements peuvent en être responsables, c'est un pas en avant pour la compréhension et parler aussi de ce côté très important mais souvent négligé qu'est l'impact psychologique. Et parfois la meilleure façon de diminuer l'impact que vous pourriez ressentir, c'est d'en parler. Et donc les personnes autour de vous doivent être à votre écoute pour pouvoir absorber une partie du stress, de l'inquiétude, de l'inconfort que vous pouvez vivre. Les aidants sont fondamentaux pour permettre de passer certains caps. Et parfois, c'est l'accolade de l'enfant, c'est la bise du parent qui permet justement de passer certains caps aigus de la symptomatologie clinique ou de l'annonce de ces mauvaises nouvelles par le corps médical ou paramédical. C'est surtout tenter de ne pas se limiter dans la vie de tous les jours. Et donc, quand on vous propose d'aller manger une glace ou de manger des carrés de chocolat, ben, la réponse est oui, vous avez droit. C'est tout autant un bienfait pour le corps que pour l'esprit, et qu'en fait, une alimentation saine, diversifiée est le fruit d'une meilleure vie. Et donc, de ce point de vue-là, votre alimentation, eh bien, c'est un moment de partage qu'il faut continuer à avoir. Et parfois, certains excès peuvent être compensés à d'autres moments. Et donc, des repas pantagruéliques en famille, c'est aussi un bon moment à passer quand on a du citrate de bétaïne, parfois aussi pour passer le cap. Mais c'est important de ne pas montrer que l'impact est aussi alimentaire et que vous avez droit à manger de tout de façon raisonnable et même de boire de l'alcool, ce qui est dit aussi au cours des consultations. Le sport, c'est important, le sport tout seul devant sa télé ou le sport en équipe ou en salle. Et donc parfois, avec les enfants, les petits-enfants, partir faire une randonnée, c'est pas mal. Ou simplement être avec ses copains ou copines et de faire des séances de yoga. Et ça, il est important de respecter ces temps. Et parfois, c'est un moment de détente ou de compréhension mutuelle qui permet aussi, en particulier avec les adolescents ou les jeunes adultes, de mettre des temps calmes aussi par rapport à la vie trépidante que vous pouvez mener. Limiter les contraintes, c'est aussi pour nous vous autoriser à faire ce que vous voulez. Et donc, même si enfants, petits-enfants vivent à l'autre bout de la France ou parfois dans d'autres pays, eh bien, vous, patients, vous avez le droit d'y aller. Il y a des précautions à prendre, bien évidemment, et les conseils sont souvent donnés lors des consultations médicales, mais il n'y a pas de limitation réelle. Et bien évidemment, cela veut dire aussi que dans l'autre sens, enfants, petits-enfants peuvent aussi venir vous voir à la maison et faire le trajet aussi pour éviter que la fatigue ne soit toujours du même côté de l'arbre généalogique. Mais en tout cas, c'est important, et ce qui veut dire que des vacances en commun peuvent être possibles aussi, et qu'il s'agit encore une fois de moments où la famille peut être réunie. Et quand on voit qu'on peut être réunis, ben souvent on se sent mieux. Quand on voit qu'on peut discuter avec les gens, quand on voit comment ils évoluent, comment leur visage est, leur physique est, c'est vrai que ce sont souvent des moments de réassurance. C'est pas toujours facile de discuter de cette situation de maladie, mais par contre, d'être les uns avec les autres rassure parfois beaucoup plus que des quelques paroles. Et c'est parfois là où le bas blesse, quand on n'a que des communications par l'intermédiaire du web, par exemple, ou du téléphone, ce n'est pas la même chose que de voir les gens. Et donc se voir est parfois la meilleure des traitements ou la meilleure des façons d'annoncer les nouvelles. Et c'est en cela que euh, celles et ceux qui sont à côté de vous, vos aidants, sont fondamentaux. Comme je le disais tout à l'heure, avec les enfants, la question, c'est toujours d'être attentionné, mais c'est parfois leur câlin ou leur réconfort qui est important. C'est parfois votre compagnon, compagne, c'est parfois vos parents qui viennent vous voir régulièrement et qui permettent de faire ce lien. Et il est là fondamental, c'est de ne jamais être seul aussi
Et expliquer, c'est parfois pas simple, mais être ensemble, c'est toujours mieux. Et donc, souvent, de ne pas dire les choses isole. D'avoir de nombreux secrets peut créer des distensions et des distances. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut dire toutes les choses de façon crue, comme parfois les docteurs vous le disent. Ce n'est pas toujours la façon de dire tout tous les jours. Il ne faut pas tenir comment dire, un journal systématiquement avec les proches pour leur informer tous les jours de votre situation, ce qui peut parfois être une difficulté aussi pour les aidants. Mais c'est d'être régulier dans les contacts, c'est très important. Et ces contacts, c'est parfois les aidants que vous avez dans la vie de tous les jours qui peuvent vous aider aussi à passer certains caps. Le partage des tâches est aussi un élément très intéressant. Il est clair que quand on a de la famille avec soi, dans le même logement, eh bien, éviter que ce soit toujours la même personne qui fasse les tâches ménagères est important. C'est pas pour le but d'éviter que la personne touchée par l'une de ces maladies ne fasse plus rien, au contraire. Elle participe ou elle doit participer à la vie de tous les jours de la maison, de la famille, mais dans des domaines qui sont parfois différents d'un jour sur l'autre, mais toujours en tout cas actifs et convivial. Et que parfois, si cela n'est pas possible, eh bien, des aidants, par l'intermédiaire de sociétés qui proposent ce genre de service, par le système de la sécurité sociale, les assistantes sociales peuvent proposer à faire venir des personnes pour les gens qui vivent seuls et qui ont parfois la difficulté à vivre au quotidien ces maladies. Donc, dans les personnes avec lesquelles la communication est importante, les aidants familiaux sont les premières personnes avec qui vous devez discuter. Et c'est pour ça que, du point de vue médical, il est souvent limité en termes d'interaction ce que nous pouvons faire. D'où l'intérêt que nous développions, ce que l'on appelle les soins de support, un ensemble d'activités, de réseaux, d'aide physique, psychologique, diététique, parfois spirituelle, qui aident à surmonter le quotidien, dépasser certaines difficultés et permettre de temps en temps de se sentir mieux. Et si ce temps en temps devient très souvent, ou dans la plupart du temps, eh bien c'est une victoire pour tous, tout autant, pardonnez-moi, les médecins ou infirmiers, infirmières qui vous prennent en charge, que pour vous, soyez-en sûrs. Je mets ceci à la fin. C'est une discussion que nous devons avoir, mais qui sera peut-être plus lors de votre prochaine webconférence. Mais il est vrai que parfois la communication passe pas forcément par les plus jeunes, mais par celle du docteur. Comme je disais tout à l'heure, si vous connaissez votre maladie, vous avez un avantage énorme par rapport à d'autres. Si vous connaissez votre médecin et si celui-ci est sur la même longueur d'onde que vous, votre quotidien sera forcément amélioré, votre prise en charge globale sera forcément meilleure. Et donc parfois, la communication passe d'abord par savoir exactement qui vous êtes, ce qu'est cette maladie et en quoi votre médecin peut vous aider. Super, bah, écoute, merci, merci, merci. Alors, on a eu des questions avant la webconférence, on en a pendant, ça va un petit peu dans tous les sens. Juste pour signaler que Il était une fois la vie, on a mentionné les liens des vidéos sont sur notre site internet dans la rubrique boîte à outils. Voilà, hop. Et même ça, moi, Excellent. j'arrive pas à comprendre, donc, mais bon, il y en a qui sont plus doués que moi, sans doute. Alors, il y avait une question qui, était relative au début de ton intervention. Est-ce que, j'allais pas dire j'aime pas le mot espérance de vie, mais est-ce que, la survie, voilà peut-être, est de 25 à 30 ans quand le patient est plus jeune? Parce que 70 ans, une maladie qui se déclare à 70 ans, une survie de 25 à 30 ans, c'est quand même pas mal, quoi.
Alors, il est vrai que, à part certaines études américaines qui semblent associer à, je vais le dire comme cela, et pardonnez-moi, un raccourcissement de la survie globale, on appelle ça overall survival ou survie globale. Les Américains, avec leur système de santé à deux vitesses, prouvent qu'en effet, quand on ne traite pas correctement ces maladies, elles ont un impact important et des complications, et que la survie est donc courte. Quand on sait prendre en charge, quand on sait anticiper, ces médianes sont des médianes, c'est-à-dire que très clairement, euh, les personnes de plus de 70 ans, il est rare dans les causes de décès, pardonnez-moi de dire comme ça, mais c'est la réalité, que ce soit la maladie hématologique qui en soit responsable. D'autres situations de vie entraînent des complications plus graves quand on sait quelle maladie, quand on sait la traiter, que l'observance thérapeutique est présente. Et donc, quand on sait pour les sujets âgés, des études maintenant se portent sur les patients plus jeunes, qui sont plus rares. Et donc, il nous faut alors avoir recours à des cohortes multinationales, comme c'est le cas en Europe, où très clairement, l'espérance de vie n'a pas de limite. L'âge médian de la cohorte européenne, c'est 20 ans. Donc tout patient jeune âgé de moins de 5 ans, 25 ans pardon, a été colligé, donc moins de 25 ans au diagnostic d'une PV, d'une TE ou d'une myélofibrose. La médiane de survie n'est pas atteinte, c'est-à-dire qu'elle dépasse les 40 ans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas assez de recul pour pouvoir l'estimer. Mais au moins, identifiant la maladie, suivre la maladie et parfois la traiter réduit énormément les risques et améliore d'autant plus la survie. D'accord. Alors, on avait une question donc qui était arrivée par internet. Mon fils me demande s'il peut avoir une TE comme moi. Je réponds que non, ce n'est pas héréditaire, mais il n'est pas trop bête, il a fouillé sur internet. Merci Gogol. Et donc, il m'a dit, ben oui, mais il y a certaines NMP qui sont familiales. Comment est-ce que je dois le rassurer, puis en même temps me rassurer? Donc, sur le principe, il n'y a pas d'hérédité. Donc la règle est une règle, donc elle aura quelques exceptions. Mais en tout cas, toute personne qui se voit diagnostiquée pour une néoplasie myéloproliférative n'a pas besoin d'aller faire tester tous ses enfants ou petits-enfants pour savoir s'ils ont attrapé la même maladie. C'est très clair, le risque est inférieur à 1%. Donc, comme une population générale, pas besoin. Par contre, il est clair que si votre cas survient alors que d'autres membres de votre famille en sont porteurs, et là, c'est souvent la communication intrafamiliale qui est importante, en particulier chez les parents, grands-parents, oncles et tantes. Car avoir des ascendants qui sont porteurs de ces maladies augmente le risque, malheureusement là c'est vrai, de le transmettre et d'avoir plusieurs générations atteintes. Ainsi, une personne atteinte, aucun risque. Deux personnes atteintes, le risque est minime, mais il est dit négligeable. Trois personnes au minimum dans la famille avec une maladie de la moelle nécessite de faire attention. C'est là où on ne peut pas dire il y a zéro risque, et c'est là où, par précaution, nous proposons à tout enfant de personnes atteintes qui a plus de 40 ans de faire au moins une prise de sang, globules blancs ou globules rouges et plaquettes, afin de savoir si ces cellules sont en plus grand nombre qu'ils ne devraient. Pas tester la mutation, pas faire de bilan de la moelle, mais faire une prise de sang de routine en laboratoire de ville, afin de voir si déjà quelque chose sort un peu de l'ordinaire. Si déjà les choses sont normales, on arrête pour 99,9% des cas les explorations. Donc la première des choses est de rassurer, mais de faire attention à ce qui est de notre hérédité et de notre arbre généalogique. Et là, je pense qu'on néglige parfois cette question médicalement. Des antécédents familiaux, on pose souvent la question par rapport aux caillots sanguins, aux maladies endocriniennes, mais rarement du point de vue hématologique. Et ça, c'est un point important qui doit faire questionner les patients tels que vous qui en sont porteurs. Est-ce que vous êtes les seuls ou pas dans votre famille? Ok. Donc, quelle que soit, que ce soit une hémopathie,
enfin, que ça soit pas uniquement les NMP, ça peut être aussi d'autres pathologies sanguines? Alors, il est très surprenant, et tu as raison, Karine, et merci de me le dire, c'est qu'en effet, on peut avoir des familles avec des néoplasies myéloprolifératives, nous en connaissons. À Brest, j'en suis trois comme cela, ou plusieurs générations de TE, de PV ou autres. Mais il peut y avoir aussi des maladies myéloïdes où, au contraire, au lieu d'avoir trop de cellules, on n'en a pas assez. Vous connaissez peut-être le terme, on appelle ça myélodysplasie, donc c'est un autre mot médical, mais quand la moelle a du mal à travailler, elle ne produit pas beaucoup de cellules. Et ces cellules de maladie chronique de la moelle sont aussi parfois associées à la deuxième ou troisième génération à un excès de risque de néoplasie myéloproliférative. Donc il n'y a pas que les NMP, mais bien comme je disais tout à l'heure, les maladies globalement de la moelle osseuse. D'accord. Alors, une question qui nous est arrivée par internet. Mes petits-enfants m'ont toujours connue très active. Avec les traitements, je suis de plus en plus fatiguée et mes petits-enfants ont du mal à l'accepter. Que faire, docteur? Ben, cette réalité de vie doit encore une fois être expliquée. C'est malheureusement, comme vous le dites, la maladie, les traitements qui peuvent en être responsables, l'âge aussi, parce que si vous ont connu jeune toujours comme ça, c'est que vous avez pris quelques années aussi et qu'il peut y avoir alors, de ce point de vue-là aussi, ce paramètre à tenir compte. Il n'y a pas de solution miracle pour garder son énergie de bout en bout de sa vie. Pour autant, la question de la nourriture particulière, de la prise de vitamines systématique pendant l'hiver, qui est tout à fait possible, de faire un peu d'exercice, du yoga ou quoi que ce soit, de faire parfois des temps de repos avec les autres, à part expliquer, il n'y a malheureusement pas d'éléments faciles à faire comprendre et de dire que, en tant que maladie, elle pompe beaucoup d'énergie. C'est voilà pourquoi vous-même, vous n'en avez pas beaucoup et la question des traitements ne font qu'une partie du travail et que parfois ce travail ne peut pas être mené jusqu'à 100% et qu'il reste alors des situations comme la fatigue qui sont mécaniquement mal connues, donc mal traitées, mais d'une réalité. Donc, est-ce que vous conseillez aux patients de systématiquement parler de leur pathologie à leurs enfants et leurs petits-enfants? J'ai pu observer tous les cas de figure depuis une vingtaine d'années maintenant. Euh, Celles et ceux qui ont le moins de problèmes dans leur famille sont le plus souvent ceux qui communiquent. La question n'est pas de tout dire, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des choses que vous devez garder en tant que malade pour vous, parce que, il y a certains secrets importants, il y a certaines choses qui ne sont pas drôles à dire, mais pour autant, parler d'une maladie, de dire simplement je suis malade, je prends des médicaments, cette maladie elle est chronique, qu'elle porte le nom de NMP, qu'elle porte le nom de pathologie endocrinienne ou autre, limite le risque de se faire ostraciser, parce que c'est parfois le cas. Quand on est fatigué, quand on a mal à la tête, quand on a des saignements, les gens disent mais pourquoi tu as ça, tout ça, tu veux pas en parler. Donc de plus en plus, on vous met de côté. Et je pense que c'est une façon de s'écarter du groupe familial ou de groupe de famille, ou quand on parle plus large, de groupe d'amis. D'où parler régulièrement, comme d'autres font de leur vie de tous les jours, de leur chat ou quoi que ce soit, de ne jamais le cacher parce que souvent ça se voit. Et quand ça se voit et que les gens ne te comprennent pas, ils imaginent parfois des choses bien pires que ce que vous pouvez vivre. Alors je ne dis pas que ces maladies, c'est la gnognotte, comme j'ai pu l'exprimer, pardon, juste avant. Certainement pas. On sait très bien les risques, on sait très bien les conséquences, on sait très bien que les médicaments aussi peuvent être toxiques. Mais pour autant, rappelez que vous continuerez à vivre avec, que vous irez jusqu'à la retraite avec, que vous vivrez une grande partie de votre retraite avec, que vous aurez toujours votre même cercle d'amis ou de famille, c'est important. Communiquer là-dessus, ne pas mettre de tabou, pas forcément donner les choses en détail, voire même ça peut être rédhibitoire, et éviter potentiellement. La deuxième chose, c'est d'en parler tous les jours.
Euh, Parce que ça, c'est évident. Recentrer le débat uniquement sur moi malade entraîne très souvent cette difficulté aussi de communication dans le couple ou dans la famille. Donc de temps en temps, essayez de prendre sur vous et d'attendre que de temps en temps, ce soit l'autre personne qui pose la question. Et ça rend aussi de l'intérêt par rapport à celui ou celle qui vous aime et qui vit avec vous, c'est quand c'est lui ou elle qui pose les questions. Et ça, c'est un élément très important pour resserrer les liens. Et du coup, est-ce que je dois informer mon entourage du risque d'AVC et d'autres thromboses et compagnie pour qu'ils aient heu, les éléments pour réagir? Comme il s'agit de la complication principale de ces maladies, je suis tout à fait d'accord et c'est une excellente chose de dire si un jour tu me vois, je marche et je tombe d'un coup, regarde si j'ai le visage déformé ou si je n'arrive pas à bouger un côté. Si je me plains d'une douleur à la poitrine d'un coup, n'oublie pas de me dire mais attends, tu fais pas un infarctus là? Ben non, c'est juste un bobo, j'ai fait un mouvement avec mon bras, c'est musculaire. La réponse est il ne faut jamais négliger. Ne pas oublier de parler des phlébites et de se dire que si un jour tu me vois avec un gros mollet ou une grosse varice, n'hésite pas à me dire, tiens, ben, il faut peut-être aller regarder ce qu'il en est. T'as vu ton docteur récemment? Bon, ça passera comme le reste, je mets de la crème anti-inflammatoire. Et donc, tout autant, ces signes précurseurs, si vous les connaissez, je dirais pas, vous ne pouvez pas réduire le risque, c'est pas le but, mais les identifier précocement vous permettra d'avoir un traitement plus efficace car il est mis plus vite en place. D'accord. Alors, pour en revenir, on avait au livre qu'on a fait, c'est «10 mamans, c'est quoi une NMP?» et on vous annonce qu'on va sortir cette année «10 papas, c'est quoi une greffe?» et une allogreffe, parce que c'est plus rigolo une allogreffe, allo, j'appelle un copain, voilà et puis «10 mamans, c'est quoi une baume?» parce que, la baume, c'est le passage assez obligé de chacun de nous. La plupart du temps et moi j'ai trouvé une explication, c'est tout simplement que tous les hématologues qui font, des biopsies de ostéomédulaires sont des comment on appelle ça? Des grands aventuriers, du Grand Nord, complètement, frustrés et qui peuvent pas faire des carottages de glace, donc ils font des carottages dans nos moelles osseuses. Voilà, donc Scientifique contrarié. mmh. Donc il faut positiver tout ça, voilà, tout à fait et Désolé. puis, et l'explication que moi j'ai donnée à mes enfants, c'est de dire que, bon, par nature, j'ai un peu les doigts je suis née avec les 10 doigts dans la prise et qu'en fait, ma moelle, elle était aussi hyperactive. Donc, du coup, elle produisait des cellules et à force qu'on produise tous plein de choses et moi et moi, on était un petit peu fatigués, voilà. Moi et ma moelle, on est un peu fatigués et ça peut passer, hein. Bon, ils sont grands maintenant, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a quelqu'un qui posait la question. C'est une période vraiment difficile, qui peut être difficile, ça dépend des ados. Il y en a qui sont, en or, mais en période de crise, est-ce qu'il faut vraiment, leur expliquer nos pathologies ou quoi? Leur dire qu'on est malade? Perso, en tant que maman, moi, je dis: «Oui, à fond», parce qu'ils peuvent comprendre. Je pense on ne se, on se construit que sur la vérité et non pas se masquer la face. Il y a des moments où parfois ça explose comme cela, où en disant ben, tu te rends compte que c'est c'est parfois la question, hein, c'est à cause de toi et du stress que tu me provoques que la maladie apparaît. Oh! C'est parfois des phrases que j'ai cru entendre. Il y a des moments où pourquoi t'es tant fatigué que cela? Et si on dit, ben, c'est parce que c'est le boulot, c'est parce que c'est le stress, et qu'on omet de dire que la maladie est présente, encore une fois, c'est la question de votre identification. Alors, tout à l'heure, je parlais de patient, on parle de malade. Le terme est parfois galvaudé, mais en tant que porteur d'une maladie chronique, vous avez forcément des symptômes. Ces symptômes, le premier, c'est la fatigue. Et donc, si votre entourage sait
que la fatigue vient d'un élément qui ne dépend pas de vous, qui dépend de cette maladie, qui pourrait être éventuellement combattue, qui n'est pas juste une question de théâtralisation, qui n'est pas une question en lien avec mais en fait je me désintéresse de vous et je préfère vivre de mon côté, ça limitera le risque d'incompréhension. Et je pense que c'est toujours là où le problème se pose, c'est à mal communiquer, mauvaise relation. Donc, partons sur le principe. Ils l'entendent une fois, 2, 3 mois après, ils peuvent le réentendre et je pense qu'ils se construiront et ils construiront votre relation d'une façon plus saine, même s'ils pourraient vous reprocher d'être fatigué, parce que ça, on l'entend. Mais ils comprendront aussi pourquoi et ils relativiseront, pour la plupart, cette situation de difficulté de communication. Et en cela, ça peut amener, en parlant, à dire aussi, parce que je l'ai vu, avoir accès à un tiers qui fera le lien. Parfois, ce tiers, c'est une autre personne. Parfois, ce tiers, c'est une psychologue. Et donc, il existe des thérapies familiales aussi. Quand les adolescences sont difficiles, dans le contexte de maladie, en particulier à Brest, nous le proposons, notre psychologue hémato voit les familles et peut alors communiquer ou tenter de faire communiquer. Faire communiquer, c'est peut-être mieux de le dire. Les gens entre eux, car toujours et encore ce blocage, je suis malade, il faut que je le cache. Je suis ado, j'ai besoin de mes parents, je les vois toujours dans le canapé parce qu'ils sont fatigués, j'en ai marre. Et donc, si on ne sait pas pourquoi, comment, ben forcément, ça ne fera que creuser des fossés. Accepter après que ces maladies existent et qu'elles peuvent vous diminuer alors que vous avez 40 ans, 50 ans et que vous devez être en forme pour amener partout à travers le département vos enfants pour le sport machin, pour le théâtre ceci ou pour ces soirées, ou aller le rechercher à 3 heures du matin après la boîte de nuit, ben, c'est pas toujours possible. Mais si on l'explique, je dirais que ça passera toujours mieux. Encore et toujours, la vérité, c'est la plus importante des choses entre les gens et c'est ça que nous devons cultiver. Ouais, et alors moi, pour terminer cette émission, je citerai un onco qui, à l'autre bout du monde, m'a dit un truc génial parce que je lui disais, il me dit, je lui dis: «Ah ouais, quelquefois c'est un peu dur, hein, avec la ma thrombocytémie dans mon sac à dos», et il m'a dit: «C'est l'idéal de garder ta thrombo dans ton sac à dos parce que comme ça, tu as les mains libres». Voilà, c'est ça qu'il faut arriver et comme ça, on peut continuer à bouger. Le sac à dos est quelquefois un petit peu lourd, mais bon, on fait avec. Voilà. Et donc et en parler avec ce sac à dos, on peut aussi le partager entre patients. On peut le part et puis il faut le partager et le faire porter par les autres parce que, bah, quelquefois, on n'a pas envie de se descendre le panier de linge avec la thrombocytémie en plus dans le sac à dos. Voilà, donc c'est j bon, après c'est, vivre avec optimisme, je crois que c'est la clé. Voilà, enfin, c'est la mienne en tous les cas. C'est une belle conclusion, Karine. Voilà. Mais écoutez, merci, merci, merci Jean-Christophe Iannotto pour cette intervention et surtout que je viens d'apprendre, et je n'étais pas là quand vous l'avez dit tout à l'heure, que vous étiez en vacances. Oh merci parce que, c'est un peu la honte quoi qu'on te dérange pendant tes vacances quoi. Ah! Mais Aucun problème, toujours avec plaisir, Karine. merci. Merci pour votre association qui fait bouger les choses. Bah, écoute, on essaye de continuer. Merci aussi à nos soutiens institutionnels, Novartis et BMS. Merci à Nassima et Pauline qui sont en coulisses. La prochaine webconférence, c'est le 22 mai. NMP, mieux comprendre sa maladie et ses traitements. À la fermeture de la webconf, une enquête va s'ouvrir sur vos écrans. Merci aussi de prendre 2 minutes pour y répondre. Comme ça va nous permettre de nous améliorer. Et puis, bonne soirée à tous et surtout, prenez soin de vous avec le sourire. Bonne soirée.